Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, la coalition Sopi Sénégal était ce dimanche dans la capitale du rail. Ndiaga Diaw Investi invite les Thiessois à le soutenir pour être le député que Thiès a besoin. Dans le cadre des activités d'environnement de la Biennale de l'art africain contemporain, les manufactures des arts décoratifs de Thiès ont organisé un vernissage. Le directeur général parle de l'importance de faire découvrir les manufactures des arts et décoratifs de Thiès. Et puis, dans le département de Mbour, le maire de Diass a inauguré ce week-end la piste Boku-Paki, longue de 3 km 600. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La coalition Sopi Sénégal était ce dimanche dans la capitale du rail devant les militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais. Les investis Doudou Wade, Tafsir Thioye et Ndiaga Diaw ont tour à tour évoqué l'intérêt de voter la liste Sopi Thiès pour une assemblée de rupture. Ndiaga Diaw invite les Thiessois à le soutenir pour être le député que Thiès a besoin. Ndiaga Diaw, que nous suivons, il est au micro de Ousmane Diallo. Population de Thiès, chers frères et sœurs militants sympathisants du PDS, frère président Doudou Wade, doyen de la coalition Sopi Sénégal, frère Tafsir Thioye, tête de liste de la coalition nationale Sopi Sénégal, frères et sœurs investis, mes chers frères et sœurs et amis membres de la grande coalition Sopi Sénégal, ce dimanche 10 novembre restera sans doute gravé dans la mémoire des libéraux sympathisants et admirateur du frère secrétaire général, notre père Abdoulaye Wade. Que le Seigneur le garde encore longtemps parmi nous, avec une santé de fer, tenu un si grand rassemblement ici à Thiès, parce n'ayant pas participé à la présidentielle de 2024 comme celle de 2019. Une anomalie désormais réglée et corrigée par les libéraux authentiques, fidèles à la doctrine et la vision politique du frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Qu'un tel événement ait lieu à Thiès n'est que justice si l'on jette un regard dans le passé glorieux et la belle histoire du PDS. Car à côté de Kaolack qui a accueilli le premier congrès national du PDS et Kébémer, fief historique de notre leader, Thiès a marqué la glorieuse époque du PDS à travers notamment Feu Boubacar Sall, le lion de Kayor. C'est pour moi l'occasion de lui rendre hommage et de m'incliner pieusement devant sa mémoire. Je ne manquerai pas ici de rappeler deux épisodes qui ont marqué mon modeste parcours avec le PDS et son emblématique, charismatique et historique secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade. Ndiaga Diaw investi sur la liste Sopi Sénégal que nous venons de suivre.
Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre des activités d'environnement de la Biennale de l'art africain contemporain, les manufactures des arts décoratifs de Thiès ont organisé un vernissage d'une exposition off ce dimanche 10 novembre. Une occasion pour le directeur des manufactures de Thiès, M. Aloyse Nam Diouf, de montrer l'importance de rendre visible le génie créateur, mais aussi pour les artistes plasticiens de porter leur plaidoyer au niveau des autorités. Le directeur Aloyse Diouf que nous suivons. Un vernissage dans le cadre d'une exposition des artistes de la région de Thiès qui ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature. Et donc, à la fois, nous sommes en train que l'histoire a donné raison au président Senghor qui a lancé la manufacture parce que les tapisseries des manufactures constituent la belle image du Sénégal à l'étranger. À la limite, c'est des ambassadeurs du Sénégal. Ils parlent de notre patrimoine. Ils racontent l'histoire des hauts faits de notre pays à travers la peinture réalisée par les artistes sénégalais. Et ce génie créateur, je pense qu'il est important à l'occasion de cette biennale de le célébrer, montrer ce que nos artistes font au niveau de la région de Thiès pour aussi, quelque part, qu'on puisse décentraliser la biennale. Parce qu'il y a 2 ans de cela, les manufactures ont été choisies comme site officiel dans le cadre du IN, c'est-à-dire l'organisation officielle de la Biennale. Un vernissage dans le cadre d'une exposition. Cap maintenant dans le département de Mbour, où le maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione, a inauguré ce week-end la piste Boku Opaki, longue de 3 km 600. Ce tronçon fait partie d'un marché global de 123 millions de francs CFA hors taxe qui comprend un linéaire global de plus de 10 km plus un pont. Selon le maire, après cette inauguration, il va démarrer les autres tronçons pour sortir certains villages de l'enclavement. Le maire Mamadou Ndione que nous suivons. Après réalisation, les pistes reliant les villages de Paki et Toglou, mais également la piste reliant le village de Diass et Tchiki, sur fonds propres de la mairie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer un autre tronçon, qui est le tronçon qui relie les villages de Boubou et Paki. Tronçon réalisé à la suite d'un appel d'offres qui avait mis en concurrence 5 entreprises, et c'est l'entreprise Fallen Group qui a gagné ce marché et qui est en train de le réaliser. Après ce tronçon que nous inaugurons aujourd'hui, l'entreprise Fallen Group va lancer les travaux du tronçon Bandjambambara jusqu'au village de Kirène, jusqu'au quartier le plus reculé de Kirène qui se trouve être le quartier de Fou. Mais également, l'entreprise Fallen Group va réaliser le tronçon qui va lier Haban, qui est un quartier compris entre les villages de Mbayar et Diass, pour pouvoir maintenant relier ce quartier au village de Mbayar avec la construction d'un mini-pont qui va permettre aux véhicules d'enjamber une voie de passage d'eau. Pourquoi nous avons réalisé, disons, ces pistes rurales? Parce qu'une commune est un démembrement de l'État. L'État central, souvent, peut avoir des urgences liées quand même aux zones frontalières. L'État certainement avait prévu d'intervenir au niveau de ces pistes rurales à travers la Géro. Mais étant un démembrement de l'État, et vu l'urgence, nous nous sommes dit qu'il fallait démarrer les travaux en attendant maintenant de voir avec l'État comment réorienter les priorités quand les budgets seront en place. Mais puisqu'au niveau du budget de la mairie de Diass, nous avons pu dégager les moyens après autorisation du conseil municipal de lancer ces marchés, nous avons dit qu'il fallait commencer. Donc je demande aux populations de Kirène, de Banja, Sesen, Bandjambambara, mais également de Toglou, de patienter. Bientôt on va démarrer les travaux, mais également aux populations de Bayar et de Diass, notamment le quartier de Khabar. Au total,
ce projet, le projet que l'entreprise Falen Group est en train de réaliser fait 10 km, mais déjà le fait qu'ils aient déjà augmenté 600 mètres à pas, qui fait que donc je dirais toujours 10 km et poussière. Le coût global du projet tourne autour de 120 millions hors taxe. Nous parlons maintenant de cette ouverture ce lundi à Dakar d'une session de formation sur la cybersécurité à l'intention de 16 opérateurs ou ingénieurs informaticiens en provenance des institutions de l'architecture de Yaoundé. L'objectif, analyser l'ensemble des risques pouvant affecter les ports, les navires et les plateformes offshore afin de développer une expertise pour contrer les attaques actuelles et détecter les menaces futures. À l'issue de cette rencontre, des acteurs se sont exprimés. Suivons leurs réactions. Nous avons jugé nécessaire, en rapport avec l'Institut de sécurité régionale intermaritime ISMI, de concevoir cette formation, l'orienter dans le cadre de la pratique pour permettre de renforcer les capacités opérationnelles des opérateurs au fin qu'ils puissent faire face quand même aux menaces et réagir en temps réel, mais également en fonction donc, de la nature, quelle que soit la criticité donc, des cas. Les opérateurs portuaires gèrent les infrastructures critiques, donc allant des infrastructures critiques du portuaire jusqu'aux installations au niveau des navires. Et il est important aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la menace cyber, de les capaciter d'une manière pratique sur les questions liées à la cybersécurité, plus particulièrement à la sécurité des systèmes d'information, donc pour leur permettre d'anticiper, mais également de lutter contre les menaces cyber qui gangrènent aujourd'hui l'environnement maritime. Pour être efficace contre cette lutte-là, il est important que ceux qui arment, les personnels qui arment cette architecture, puissent avoir des connaissances techniques approfondies en matière de culture informatique pour pouvoir faire face aux cybermenaces. Donc c'est ce qui nous a mené à réunir ces personnels ici pour pouvoir développer leur culture informatique, étant donné que les informations qu'ils manipulent sont sensibles pour la sécurité maritime, sont sensibles pour la sécurité portuaire. Donc il est important qu'on puisse renforcer les capacités à ce niveau. Mais il n'y a pas de démarcation. C'est vrai qu'il y a une démarcation sur les cartes, mais physiquement, il n'y a pas de démarcation de frontières. Donc les menaces transitent d'une zone à une autre. Donc il est important de créer de la synergie dans la gestion de ces menaces. Et c'est la même chose pour le flux d'information. En matière de flux d'information, il n'y a pas de frontières. L'information passe également d'un pays à un autre, d'une zone à une autre. Et donc dans la gestion de cette information, il est important de mutualiser les moyens. La sécurité maritime en Afrique de l'Ouest joue un rôle clé pour la stabilité de toute la région. Et les ports maritimes se trouvent face à vraiment des défis ou des attaques réelles, physiques, mais aussi bien sûr aux attaques cyber. Et on parle vraiment des infrastructures critiques et de les protéger ensemble avec nos partenaires ouest-africains. C'est vraiment un objectif essentiel et un objectif. Crue du fleuve Sénégal, plus de 56 000 personnes sont déplacées et 18 000 enfants privés d'école. La page de ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale, c'est avec Mamadou Saturnidion. Le mois d'octobre a été marqué par de violentes pluies entraînant le débordement des fleuves Sénégal et Gambie, provoquant des destructions majeures dans les régions de Bakel, Matam, Kédougou et Podor. Selon nos informations, de nombreuses maisons, champs et infrastructures publiques, y compris des centres de santé et des écoles, ont été gravement endommagés. Sur la base des estimations du gouvernement, 456 ménages, soit environ 3667 personnes,
ont été touchés par cette catastrophe avec plus de 56 000 individus déplacés en raison des inondations. Dans un bulletin daté du 4 novembre, l'UNICEF a fait état de 24 écoles à Bakel, 19 à Matam et 30 à Podor étant sous les eaux, privant ainsi plus de 18 000 enfants à l'accès à l'éducation un mois après la rentrée scolaire. Parlons politique. Pour son 15e jour de campagne électorale, Amadou Ba, tête de liste nationale de la coalition Jàmm ak Njëriñ, a privilégié un travail de terrain en menant des visites de proximité dans les villages touchés par la crue du fleuve. À Niaga-Edy, il a déploré l'interruption des travaux de construction du pont et a appelé le gouvernement à achever ce projet afin de permettre aux populations riveraines de circuler librement et vaquer à leurs occupations. Selon lui, nous évitons à nouveau le gouvernement de s'occuper des questions liées aux inondations, à poursuivre les travaux du pont et à descendre sur le terrain, voir les préoccupations des populations. Tout n'a pas été fait et tout ne sera jamais fait, mais il y a un minimum qu'on peut apporter, a exhorté l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Terminons par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a affirmé, je cite, que toute élève interdite d'accès au niveau des écoles françaises basées au Sénégal, juste parce qu'elle porte un foulard, vienne se plaindre auprès de nous et on verra. La mise au point de Ousmane Sonko, tête de liste nationale de la coalition PASTEF en direction des élections législatives et par ailleurs Premier ministre du Sénégal. C'est peut-être en tant que chef de gouvernement qu'il soulevait ce dossier. Il était face à ses militants à Mbacké à l'occasion d'un grand meeting tenu dans la nuit du dimanche au lundi, sans mettre de gants et dans un vocabulaire assez précis. Ousmane Sonko se plaira de marteler son intransigeance sur cette question. Ces écoles ne peuvent pas nous manquer de respect chez elles et en faire autant chez nous. Merci Mamadou Saturne Ndione, mais nous restons avec vous pour parler des actualités internationales. Au Tchad, un premier bilan des combats contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Parlons de ce premier bilan. Mamadou Saturne Ndione pour un rapide survol. L'armée tchadienne a dressé un bilan des combats contre une faction de Boko Haram qui se sont déroulés le samedi 9 novembre dans la région du lac Tchad. Dans un communiqué, l'état-major affirme que 96 terroristes ont été neutralisés selon ses termes, tandis que 15 soldats tchadiens auraient été tués et 32 autres blessés. Ces combats surviennent 2 semaines après l'attaque d'une base militaire qui a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée et le lancement en représailles de l'opération Ashkanit par le président Mohamed Idriss Déby Itno. Quittons le pays de Toumaï pour le Moyen-Orient. Les autorités libanaises affirment qu'au moins 23 personnes ont été tuées dans un village au nord de Beyrouth. 30 personnes ont perdu la vie lors d'une frappe sur Jabalia, selon la défense civile gazaoui dirigée par le Hamas. En Galilée occidentale, une quinzaine de roquettes tirées depuis le Liban ont fait 3 blessés. Le centre médical Galilée de Naharia a déclaré que les victimes étaient arrivées à l'hôpital après avoir été blessées par une frappe dans la région du Kibbouch Kabri, proche du village arabe de Cheikh Danoun. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. Le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a déclaré aujourd'hui lundi 11 novembre que l'armée israélienne n'avait réussi à occuper aucun village dans le sud du Liban, plus de 40 jours après le début des opérations terrestres le 1er octobre 2024. Mohamed Afif a assuré que l'armée israélienne ne pourra pas gagner cette guerre et ramener les habitants du nord
nord dans leur maison grâce à sa supériorité aérienne ou en détruisant des villages et en tuant les civils au Liban, réagissant aux informations de presse sur un accord proche qui mettrait fin à la guerre. Le porte-parole du Hezbollah a déclaré que les autorités libanaises n'ont encore officiellement reçu aucune proposition spécifique. Il a cependant confirmé que des contacts politiques et diplomatiques ont eu lieu à Washington, Moscou et Téhéran au sujet des mots. Actualité sportive à présent, les Lions champions d'Afrique de beach soccer sont récompensés à hauteur de 4 millions par joueur, alors que les Lionceaux U17 vainqueurs de l'IFOA reçoivent une prime d'1 million. Ibrahim Assar. Charité sportive, vainqueur du tournoi de l'IFOA A est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. Les Lionceaux du Sénégal ont été célébrés ce matin lors d'une cérémonie en leur honneur. À l'instar de leurs homologues de beach soccer, des primes ont été attribuées les champions des moins de 17 ans de la zone A. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a annoncé que chaque joueur recevrait une prime de 1 million de francs CFA. L'entraîneur Pape Ibrahima, quant à lui, a reçu une prime de 2 millions de francs CFA. Parlons autre chose en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et des membres du comité exécutif. Les champions d'Afrique de beach soccer ont été célébrés pour le 8e titre continental. Chaque joueur de l'équipe a reçu une prime de 4 millions de francs CFA. Ngala Silla, leur entraîneur, a été honoré avec une prime de 8 millions de francs CFA pour son rôle déterminant de cette aventure. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, le grand défi qui attend les Lions du beach soccer est désormais de remporter la Coupe du Monde aux Seychelles, une première pour l'Afrique qui accueillera ce tournoi. C'est une occasion pour l'équipe d'aller chercher un premier sacre mondial, a déclaré Senghor. Pour terminer, le FC Barcelone a concédé sa deuxième défaite de la saison face à la Real Sociedad ce dimanche 10 novembre, en clôture de la 13e journée de Liga. 1-0, une défaite qui permet au Real Madrid de revenir à 6 points du leader avec un match de retard. Les Catalans ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Seraldo Becker. Privé de Lamine Yamal, souffrait d'une séville et a suivi la rencontre depuis les tribunes. Le Barça n'a finalement pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créées de nombreuses occasions et remontent à la 8e place. C'était tout pour cette actualité sportive. Charité sportive, vainqueur du... Sarr, et pour être tout à fait complet, nous parlons de la Ligue professionnelle sénégalaise qui a joué sa 4e journée. En Ligue professionnelle 1, les résultats: Dakar Sacré-Cœur fait match nul contre le Casa Sport, 0-8 partout. Le Walidan en déplacement bat Diamono Fatick 1-0 et que Teungueth FC bat la Linguère 2-1. L'US Gorée en déplacement bat la Sonacos 1-0. AS Pikine qui bat Oslo FA 1-0. Le Jaraaf et Agel se neutralisent 1 partout. Même chose, HLM Dakar et US Ouakam 1 partout. De même, ici au stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot et Guédiawaye Football Club font match nul 1 partout. Au classement à l'issue de cette 4e journée, c'est Teungueth FC qui occupe le fauteuil de leader avec 10 points, suivi du Jaraaf et de l'US Gorée. Au bas du tableau, la Sonacos est 15e et que Génération Foot est 16e. Pour le compte de la Ligue professionnelle 2, les résultats à l'issue de cette 4e journée: Esamaï FC et Stade de Mbour font match nul 2 partout.
L'AS Douane qui bat Duc 3-0. Kaffrine ici au stade Maniang Soumaré. Kaffrine au stade Babacar Gaye bat le CNEPS Excellence 2-1. Djambar Lusitana qui bat Djambar 3-0 et que l'AS Bambey en déplacement ici au stade Maniang Soumaré bat Thiès Football Club 1-0. RS Yoff et Amitié se neutralisent 1 but partout. Même chose, Niambour Niaretali 0 but partout et que Cambérène bat AS Saloum 1-0. Au classement, à l'issue de cette 4e journée, l'AS Kaffrine occupe le fauteuil de leader avec 10 points, suivi du Stade de Mbour 8 points, Cambérène 7 points et Thiès FC occupe la 4e place. Au bas du tableau, Djambar FC est 15e et Amitié Football Club la lanterne rouge. Ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndion. Cette version est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.